Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle soirée de l'Unipop Histoire. Donc ce soir uniquement à Pessac, mais avec une belle salle bien remplie et nous en sommes ravis. Pour accueillir ce soir Patrick Garcia, que j'invite à me rejoindre, que nous sommes ravis d'accueillir. Donc, Patrick Garcia est professeur d'histoire à l'université de Cergy-Pontoise. Je vais y aller plus doucement, comme ça je bafouillerai moins. Professeur à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Versailles. Chercheur associé permanent à l'Institut d'histoire du temps présent. On va arrêter là, d'accord. Mais en tout cas, pour vous dire à quel point son expertise va être excellente ce soir et pour nous parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse pour bon nombre d'entre vous, l'enseignement de l'histoire et l'histoire des professeurs, en tout cas de leur éducation ou de ce qu'on leur a demandé, imposé ou ce qu'ils ont choisi. Et bien sûr, Monsieur Garcia va en parler beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une bonne séance et bien sûr, on se retrouve à la fin pour vos questions. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Pendant un public aussi nombreux, je suis très impressionné. Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler. C'est en lien avec, vous l'avez sans doute vu, le numéro de la revue Histoire qui parle de professeur d'histoire qui sort à l'occasion du Festival de l'histoire de Blois. Donc, bien, on va commencer. En commençant... Ah oui, c'est moi qui gère, pardon. Non. Si. Et là, c'est la mise au point. Non, excusez-moi. Voilà. Bien, j'ai commencé un peu de façon un peu provocatrice. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous à qui ça rappellera des choses, en rappelant trois controverses. Hein. La première qui démarre en 1979 avec un numéro du Figaro Magazine, un texte d'Alain Decaux, homme de gauche, dans un magazine de droite, et lançant « On n'apprend plus l'histoire à vos enfants ». On est en 79, c'est la première grande polémique publique sur l'histoire. Et c'est quasiment devenu un marronnier, hein, puisqu'on a vu ça se reproduire à intervalles réguliers. J'ai mis une autre couverture du Figaro de 2011. Vous voyez, cette fois-ci, c'est cette histoire de France qu'on n'enseigne plus. Hein. On va broder sur les thèmes enseigner, apprendre. Hein. Et on assiste à une véritable dramatisation de la question, qui est un peu exceptionnelle, qu'on va retrouver dans d'autres pays. D'ailleurs, on pourrait y revenir si ça vous intéresse plus tard, en Pologne, dans quelques pays, mais qui est quand même assez rare, une dramatisation autour de la question de l'enseignement de l'histoire et des programmes, hein, jusqu'à ce blog. J'aurais pu en trouver d'autres, hein, ce blog dans Atlantico, qu'on pourrait plutôt placer de droite extrême, voire d'extrême droite. Hein. Vous voyez, les programmes d'histoire préparent les guerres civiles de demain. Rien que ça. Alors, la question qu'on pourrait se poser, hein, c'est pourquoi, en définitive, hein, ces polémiques autour de l'histoire, cette présence, puisqu'on a rencontré ça, j'en donnerai l'exemple, y compris dans les campagnes présidentielles, dans les primaires, hein, pourquoi c'est cette espèce d'hystérisation du débat autour de l'histoire. Hein. Et il me semble que la meilleure façon de s'en débrouiller, c'est de faire le travail d'historien, c'est-à-dire d'en faire l'histoire de l'histoire, faire l'histoire de l'enseignement de l'histoire, hein, comment on arrive à un moment donné à avoir de tels débats. Hein. Donc c'est ce que je me propose de faire.
Donc, avec un premier temps autour un retour autour des héritages, hein, qu'est-ce qu'on attend hein, de l'enseignement de l'histoire, puis un deuxième temps qui sera ce qui a changé. Hein. Je suis un historien très classique, donc il y a forcément en 3 parties, n'est-ce pas? Et enfin, les nouvelles attentes et les nostalgies hein, que suscite l'enseignement de l'histoire. Voilà. Donc, j'en viens d'abord aux héritages, hein, parce que ce qui caractérise d'une certaine manière l'histoire, vous savez, hein, c'est comme dans les débats théologiques, hein, il y a quand on est la justification par la grâce hein, ou par les œuvres. Bon, du côté de l'histoire, clairement, c'est par les œuvres. Hein. On attend quelque chose de l'histoire et on attend depuis le début, hein, quand l'histoire, décrite comme une maîtresse de vie, hein, historia magistra vitae, hein, l'histoire source d'enseignement, hein, quand on commence à l'enseigner auprès du prince, hein, avec cette idée qu'en apprenant l'histoire, le prince ferait hein, une espèce d'expérience à froid, à blanc, hein, et que cela lui enseignerait comment bien enseigner. Hein, il pourrait prendre appui sur les actions réussies de ses prédécesseurs et éviter hein, les fautes que ceux-ci ont pu avoir commises. Et donc on instaure hein, un précepteur auprès du dauphin qui va lui donner des éléments d'histoire. Bon, il y en a certains qui sont restés célèbres, hein, pensons à Bossuet ou encore à Fénelon. Et comme ça se passe de façon très, très classique, hein, on a un phénomène de diffusion, puisque ce qui est bon pour le dauphin l'est forcément pour les enfants des grandes familles du royaume. Et puis, petit à petit, on va retrouver ça, évidemment, dans les collèges royaux, avec cette idée toujours hein, d'une histoire qui apprend, qui enseigne. Hein, cette idée que, en définitive, hein, on a là une expérience. Hein, vous voyez, hein, si on prend Charles Rollin, hein, par avance, elle leur montre la sentence qui décidera pour toujours de leur réputation. Hein, donc voilà, c'est une école du genre humain, également ouverte et utile aux grands et aux petits. Donc on a une introduction de l'histoire hein, sur cette base, hein, avec en même temps le fait que très vite cette histoire, hein, dont on va avoir des ouvrages sur lesquels on va écrire quelques ouvrages, hein, les précepteurs vont se mettre à écrire des ouvrages d'histoire, comme le Ragois. Cette histoire, elle est essentiellement une chronologie, hein, et elle va se fonder sur la mémorisation. Et là, on a un second trait. Bon, le premier trait, c'était l'utilité de l'histoire. Le deuxième trait, c'est eh bien l'histoire, ce sont des dates qu'on doit retenir. Hein. Avec une définition qui est assez drôle. Hein, si vous prenez le Ragois dans son introduction sur l'histoire de France, par demande et réponse, hein, qu'est-ce que l'histoire? C'est le récit véritable des principaux événements. Récit véritable. Hein. Et c'est tellement récit véritable qu'on commence d'emblée, hein, j'y arriverai pas, par un roi qui n'a jamais existé, hein, qui est le fameux Pharamond, hein, récit véritable, hein, généalogie, hein, donc ce Pharamond qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on va pouvoir en faire le portrait. C'est d'autant plus facile de faire le portrait de quelqu'un qui n'a pas existé, hein, comme on va pouvoir faire le portrait de Clovis, un portrait qu'évidemment on n'a pas. Hein. Mais évidemment, l'intérêt de cela, c'est de dresser une généalogie, qui va permettre de conforter les origines troyennes de la monarchie française. Hein. Donc, on est dans quelque chose où on est bien dans l'utilité. Hein. Donc, on est là. Il n'y a pas encore, sous l'Ancien Régime, je ne vais pas avoir le temps de le développer, on n'a pas encore de programmes nationaux, on n'a pas un enseignement qui ne se généralise pas, on va l'avoir dans un certain nombre d'institutions, pas dans d'autres. C'est d'ailleurs souvent un enseignement qui est payant, donc facultatif, en plus, hein, donc, qui n'est pas toujours suivi, qui dépend de la présence dans le collège de personnalités ayant envie d'enseigner ou non l'histoire, et c'est souvent un enseignement de l'Antiquité, hein, qui vient un peu en adjuvant de l'apprentissage des langues anciennes.
hein, même si on peut trouver dans certains endroits un enseignement qui se rapproche d'un enseignement de l'histoire de France. En fait, le moment où les choses commencent à changer de nature, c'est 1814, la Restauration, et là on a les premiers programmes nationaux. Premiers programmes nationaux, hein, avec une introduction qui se fait un peu de façon paradoxale. Paradoxale pourquoi? Parce que d'une part on attend beaucoup de cette discipline, toujours, hein, mais cette fois-ci pas simplement qu'elle enseigne à blanc, mais aussi qu'elle conforte les liens, hein, qu'elle serve à asseoir le régime. Hein. Et vous voyez, dans cet arrêté, hein, le professeur d'histoire ancienne s'appliquera spécialement à faire chérir aux élèves le gouvernement monarchique sous lequel ils ont le bonheur de vivre. Bon. Toujours très sympathique, hein, mais je disais paradoxal parce qu'à la fois on en attend beaucoup, mais en même temps on redoute aussi que la discipline historique n'introduise dans les classes des débats qui sont des débats de type politique, à un moment donné, où cette historiographie, hein, où on s'affronte sur les origines de la France, où on s'affronte sur les origines de la Révolution française. Tant et si bien qu'on va aussi faire une circulaire pour dire aux professeurs ce qu'on attend de lui. Je reviendrai sur la formation des professeurs dans un second temps. Le professeur ne peut être utile à ses élèves qu'en se mettant à leur portée. C'est toujours pour eux et non pour lui qu'il doit faire sa classe. Okay. Son objet étant de graver dans leur mémoire les principaux faits de l'histoire dont on acquiert la connaissance, qui imparfaitement avec beaucoup de difficultés dans un âge plus avancé, il ne doit chercher d'autres ressources d'intérêt que dans la simple exposition des faits historiques et dans la liaison naturelle qu'ils ont entre eux. Et qu'est-ce donc cette liaison naturelle? C'est la chronologie. Il y a des choses qui se sont passées avant, il y a des choses qui se passent après, et on doit être dans une espèce d'accumulation, de dates, en essayant de bannir autant que faire se peut toute interprétation. Et ça va donner des manuels assez terribles, y compris quand ils sont écrits par des grandes plumes. Donc je vous ai donné un extrait du tableau chronologique de Michelet. C'est pas le sommaire, c'est le texte intégral, une partie du texte intégral, et vous voyez que Michelet est réduit à faire des phrases extrêmement descriptives, et une accumulation de dates. Voilà un peu comment s'introduit cet enseignement de l'histoire qui, pour cela d'ailleurs, est assez rébarbatif. Quand on regarde un peu les souvenirs de classes d'histoire, ce ne sont pas forcément des souvenirs enchantés, voire plutôt le contraire. Et qu'est-ce qui va enchanter? Je pense par exemple à un Chateaubriand, ça va être la lecture d'Augustin Thierry, et ça veut dire des choses qu'on ne lit pas dans le cadre de l'école. Donc voilà un premier élément. Le deuxième élément, sur ces professeurs, qui sont ces professeurs qui enseignent à ce moment-là? Eh bien, ils n'ont pas été formés à l'histoire, même à la géographie. Ils sont spécialisés d'eux-mêmes, puisque tout simplement les études d'histoire ne sont pas encore complètement instituées à ce moment-là. Il faudra attendre les années 1880 pour que ce soit le cas. Et ça commence un peu avec la monarchie de Juillet, dans les années 1830. Je poursuis. Autre objectif, et cette fois-ci qui va beaucoup peser, c'est la question de la nationalisation de la société française. Et ça, c'est une tâche qu'on va profondément attendre de l'enseignement de l'histoire, d'où l'augmentation progressive au détriment d'abord de l'histoire sainte, qui est de plus en plus délaissée, qui est abandonnée à partir de 1848, et de l'Antiquité, la montée en puissance à la fois de l'histoire nationale et d'une histoire nationale qui va de plus en plus vers le contemporain. C'est les grandes évolutions. J'ai mis quelques
quelques repères, on aura l'occasion d'y revenir, hein, sachant que pour l'instant, je n'ai parlé que des collèges-lycées, hein, ce qui concerne une toute petite proportion de la classe d'âge. Hein, les choses sérieuses commencent à partir de 1833, à partir de la création des écoles élémentaires, et même d'ailleurs un peu plus tard, quand on commence à avoir vraiment des éléments d'histoire et de géographie enseignés, hein, le stratégique, hein, le lieu de réflexion véritable, c'est évidemment cet enseignement primaire. Le moment de dynamisation ou de réflexion plus avancée sur la question de l'histoire, hein, ça va être après la défaite de 70, hein, avec cette idée que, en définitive, qu'est-ce qui a conduit à la défaite, hein, c'est une défaillance du sentiment national. Hein. Et à ce moment-là, on va se tourner vers l'histoire, mais c'était déjà un peu le cas. On va se tourner vers l'histoire en attendant de l'histoire qu'elle fasse du français. Hein, qu'elle fasse du français, c'est-à-dire qu'elle fasse du soldat et qu'elle fasse du citoyen. Et la question, d'une certaine manière, c'est comment on va construire pour l'école un récit unitaire de la France. C'est un des problèmes. Homme historien de droite, Fustel de Coulanges, hein, décrit l'historiographie comme un champ de bataille, hein, où s'opposent les monarchistes et les républicains, hein, et une histoire qui apprend, hein, qui est, voyez, une sorte de guerre civile en permanence. Hein. Il y a une autre formulation dans un des brouillons où il dit une sorte de guerre civile en permanence qui nous livre d'avance à l'ennemi. Hein. Donc il faut absolument unir l'histoire, hein, et on va trouver ça chez un républicain, fils de pasteur, hein, c'est quasiment un synonyme, hein, Gabriel Monod, hein, dans l'introduction du premier numéro de la revue historique, hein, disant la question, hein, la tâche des historiens, hein, c'est de réveiller dans l'âme de la nation la conscience d'elle-même par la connaissance approfondie de son histoire. Donc, c'est ce qu'on attend de l'histoire en général, hein, d'être une histoire qui crée du commun, qui unifie la nation, et c'est évidemment ce qu'on va attendre de l'enseignement de l'histoire. Hein. C'est ainsi d'ailleurs que la Wyss définit cette histoire dans l'article qu'il donne au dictionnaire de pédagogie de Ferdinand de Buisson, qui est un livre très important, puisque c'est un livre à destination des écoles normales pour former, hein, les instituteurs, qui réunit les meilleurs esprits, hein, et les meilleurs savants que compte la France à ce moment-là, pour que les instituteurs aient les connaissances les plus à jour avant d'aller dans leur classe. Hein. Il y a un intérêt. Et donc, comment la Wyss définit-il? Je vais revenir sur ce personnage de la Wyss, l'histoire, hein, vous voyez, la fonction de l'histoire, pour tout dire, hein, en disant « Rompons avec les règles, les habitudes acquises et transmises, n'enseignons point l'histoire avec le calme qui sied à l'enseignement de la règle des participes, pardon. Il s'agit ici de la chair de notre chair, du sang de notre sang. » Pour te dire, si l'écolier n'emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s'il ne sait pas que ses ancêtres ont combattu sur 1000 champs de bataille pour de nobles causes, et voyez que forcément, étant français, ils n'ont pu combattre que pour de nobles causes, s'il n'a pas appris ce qu'il a coûté de sang et d'efforts pour faire l'unité de notre patrie et dégager ensuite du chaos de l'institution vieillie les lois sacrées qui nous ont fait libres, s'il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l'instituteur aura perdu son temps. Ça charge la barque. Hein, il n'y a plus qu'à bien se tenir. Hein, et vous voyez que d'emblée, hein, il y a cette question qu'on doit avoir un enseignement efficace, puisqu'il s'agit du sang de notre sang, de la chair de notre chair. Hein. Alors, qui est ce la Wyss? Hein, je vous renvoie au très bel article qu'a écrit Olivier Loup dans le numéro de l'histoire. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été écrites sur la Wyss. Il ne faut pas oublier que la Wyss, c'est un rallié de la République. Ce n'est pas du tout un républicain
de cœur. Lavis commence sa carrière comme précepteur du prince impérial. Il est repéré par Victor Duruy, par le fils de Victor Duruy à l'école normale. Victor Duruy en fait le précepteur du prince impérial. Et il a une correspondance avec le prince impérial pendant quelques années après la chute de l'Empire, en expliquant que l'Empire est le meilleur des systèmes. Et puis il finit par dire c'est le meilleur des systèmes, mais on ne pourra pas le rétablir. Donc c'est quelqu'un qui se rallie, comme beaucoup de conservateurs, à la République, parce que la République est un moyen de sauver la nation. Qu'en définitive, si les Français veulent la République, bien, si on passe par la République pour redresser la nation, eh bien, on passera par la République. Donc, on n'est pas du tout le chantre de l'école républicaine, en tout cas celui qui est présenté souvent comme étant le chantre de l'école républicaine, n'est pas ce qu'on appelait à l'époque un républicain de race. C'est bien un rallié. Et donc, en même temps, et en suivant d'ailleurs ce qui était un peu l'orientation de Victor Duruy, Lavis va avoir à cœur de dynamiser l'enseignement de l'histoire. Ce point de vue-là, il n'est pas du tout la caricature qu'on a pu en faire un certain temps. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, j'attendais un Lavis très conservateur, y compris d'un point de vue pédagogique, et j'ai été très surpris de découvrir quelque chose de très différent que ce que je m'attendais à trouver un défenseur du cours magistral, pour tout dire. Alors, c'est pour ça qu'on peut parler de révolution pédagogique républicaine. Alors cette révolution pédagogique, elle s'appuie sur deux piliers. D'une part, elle s'appuie sur la discipline, la création de la discipline. De ce point de vue-là, avant les années 80, on ne peut pas parler de discipline historique. Pourquoi ne peut-on pas parler de discipline? Parce qu'il n'y a pas d'études spécialisées conduisant, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas d'apprentissage de la méthode historique. Les années 1863 et 90 sont les grands moments de création de la méthode historique et de construction d'une discipline et d'un corps qui la porte. Et ça va passer par le fait de faire des licences spécialisées, le fait d'instaurer un diplôme fondé sur un travail sur archives, d'exiger par la suite que ce diplôme soit nécessaire pour passer l'agrégation, et donc tout un cursus important, et la licence qui est déterminée devient la fameuse licence d'enseignement qui était longtemps le viatique pour devenir enseignant. Donc il y a ce moment, et à côté de ça, effectivement, il y a la définition de l'histoire comme un travail sur archives, un travail sur traces, avec le travail conduit par Langlois et Sénéobo. C'est le livre qui devient un peu le bréviaire des étudiants en histoire, l'introduction aux études historiques. Donc, l'histoire devient une discipline universitaire, et évidemment, si l'État consent à faire de l'histoire une discipline, et si d'ailleurs même cette discipline est le modèle sur lequel on va organiser les autres disciplines, je vous rassure, c'est bien fini, c'est parce qu'on en attend beaucoup. On en attend beaucoup parce qu'elle a ses fonctions nationales. Alors à partir de là, cette discipline, eh bien, va falloir en réformer l'enseignement. Et tout ce que je vais dire, dans un premier temps, ne concerne que l'enseignement élémentaire. D'une certaine manière, on se moque des collèges et lycées. Des petites classes des lycées, pour parler, pour ne pas être anachronique. Pourquoi? Parce que ça représente une petite portion de la classe d'âge, ce sont les enfants de la bourgeoisie, avec quelques boursiers. L'important, ce sont ceux qui arrivent dans le primaire. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand il y a la fameuse laïcisation, on ne s'occupe pas des lycées.
D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a des aumôneries dans les grands lycées des centres-villes français, indépendamment des lois sur la laïcité. La laïcité, c'est pour cette école primaire qui est l'école importante. Et là, la VIS va essayer de réformer cet enseignement à l'école primaire. Il s'inscrit d'ailleurs dans des efforts qui ont déjà été faits sous le Second Empire, en essayant de poser un certain nombre d'adages. D'abord, l'idée qu'enseigner, c'est choisir. C'est assez récurrent. Qu'il faut en finir avec l'accumulation factuelle. Il faut en finir avec des cours d'histoire où les faits s'accumulent sans qu'il y ait de véritable sens qui soit donné. Ne pas se perdre dans les détails. Et la VIS dit à plusieurs reprises que c'est ça, le fléau de l'enseignement de l'histoire. C'est se perdre dans les détails, pas savoir où on va. Deuxième élément, c'est le fait qu'un cours d'histoire doit être une démonstration. Donc une unité. On part d'un endroit, on arrive à un autre, et on a essayé de démontrer quelque chose. L'idée qu'il faut, en quelque sorte, que ce soit aussi une espèce d'exemplification de l'esprit cartésien. Ça va se retrouver d'ailleurs dans les exercices, puisque c'est le moment où on conçoit en lieu et place de la rédaction, ou de la composition, pardon, qui était une façon de régurgiter le cours. On va concevoir un nouvel exercice qui se veut cartésien, qui se veut démonstratif, qui est la dissertation. C'est important. En tout cas, cette illusion, on pourrait dire, de la démonstration. Troisième élément, c'est que cet enseignement, il doit être adapté aux élèves et pittoresque. Il doit s'appuyer sur donner des images. La VIS raconte dans une de ses conférences, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ça n'a vraiment aucune importance. Il raconte qu'un jour, il va comme ça dans une classe du Faubourg Saint-Antoine. Faubourg Saint-Antoine, à l'époque, à Paris, c'est un endroit où il y a les enfants des artisans du bois. On est dans le quartier populaire. Et il arrive et il dit qu'il voit un instituteur qui n'y comprend rien, qui est en train de faire la classe dans le brouhaha, et qui parle de la féodalité. La VIS lui dit de s'asseoir. Ça allait faire un peu drôle, l'instituteur. Et le directeur d'école entre et reprend les choses en main. Et le directeur d'école dit aux enfants qui a été à Vincennes? Et là, bon, les enfants du Faubourg disent moi, monsieur. Vincennes, c'est tout droit. Même pas 1 heure de marche. Et il leur fait décrire le donjon de Vincennes. Et à quoi ça peut servir, un donjon? À faire la guerre. Tout ça. Et donc, à partir de là, il va décrire une espèce d'état de guerre et un pouvoir royal qui arrête la guerre. Et puis à la fin, la VIS ajoute qu'il demande aux enfants, mais qui étaient les plus gentils, les paysans ou les seigneurs? Les enfants du Faubourg qui sont les enfants des révolutions, disent les paysans. Et le directeur d'école dit ni les uns ni les autres, mes enfants, ils n'avaient pas l'instruction. Bon, bref, et cette façon de procéder, la VIS la donne un peu en exemple. C'est exactement ce que aujourd'hui on appellerait la mise en activité des élèves, un cours dialogué. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et on sait bien que le fait de réciter, de faire mémoriser des dates, ça ne marche pas. Il faut autre chose. Il faut du vivant. Il faut du pittoresque. Il faut des choses auxquelles les enfants puissent se raccrocher, voire qu'ils puissent utiliser leur expérience du présent pour comprendre le passé. Bon, ça, c'est moi qui parle, c'est plus la VIS. Mais c'est exactement, en fait, ce qu'il suggère. Oui. Donc, combattre l'inertie des élèves, stimuler l'enfant. Voilà un peu ce que l'on fait. Et évidemment, tout ça est toujours rappelé en fonction d'un objectif. J'ai commencé par l'article Histoire, je reviens sur une autre conférence, qui est une conférence absolument
extraordinaire. On est en 1880, c'est la première fois qu'il y a un cours d'histoire spécialisé en histoire de l'histoire médiévale à la Sorbonne. On est dans le cadre de ces réformes. Lavis l'ouvre, puisqu'il a cette place absolument extraordinaire qu'il réforme à la fois la Sorbonne, les programmes des lycées et l'enseignement primaire. Personne n'a jamais eu cette position, et en plus, c'est même pas une position officielle. Mais jamais personne n'a eu cette influence. Et arrivant devant ce cours, il part d'une idée qui n'a jamais été émise par personne, qui est qu'il faudrait ne pas enseigner l'histoire ancienne et qu'il faudrait commencer à la Révolution française. Et donc, il fait tout un discours pour expliquer pourquoi il ne faut pas commencer à la Révolution française. Et vous voyez que, bon, alors là, on a bien le conservatisme qui apparaît. Qui donc enseigne en France ce qu'est la patrie française? Ce n'est pas la famille où il n'y a plus d'autorité. 1880. Plus de discipline. 1881. Plus d'enseignement moral. Ni la société où l'on ne parle des devoirs civiques que pour les railler. C'est donc à l'école de dire aux Français ce qu'est la France, qu'elles le disent avec autorité, avec persuasion, avec amour. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut verser dans l'âme des enfants la poésie de l'histoire, les Gaulois et les druides, etc., etc. Lui parler des héros de l'ancienne France avant de lui parler des héros de la France nouvelle. Et ouais, l'important, le point déterminant de tout ça, c'est montrons-lui qu'il y a des légitimités successives au cours de la vie d'un peuple et qu'on peut aimer toute la France sans manquer à ses obligations envers la République. Et vous voyez comment sortir de la guerre civile en permanence, en intégrant le passé sous la forme du passé que l'on dépasse et dont on peut s'enorgueillir puisqu'on a toujours combattu pour de nobles causes. Alors tout ça, ça va se traduire par du matériel pédagogique. Là, il y a une vraie révolution avec des manuels qui sont adaptés. Je vous ai mis quelques couvertures, mais je suis certain que vous en connaissez bien d'autres, avec évidemment toujours les incipits. Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que l'histoire l'a faite grande. Je ne peux plus lire, mais c'est de mémoire. Et on va avoir effectivement quelque chose qui va être le modèle de la leçon, c'est-à-dire des chapitres qui se veulent démonstratifs, avec une introduction, avec un développement, avec une conclusion, et pour accrocher les élèves, des figures qui seront adaptées, qui vont marquer, qui entendent marquer l'esprit. De la même façon, on va développer des objets scolaires. Pensez aux plumiers. Vous êtes un certain nombre qui, comme moi, avaient appris à écrire avec des plumiers. Maintenant, les étudiants, ils n'imaginent même pas qu'on puisse écrire, qu'on puisse mettre des élèves avec des plumes et de l'encre. Mais bon, nous savons que ça existe, ça existait, et ces plumiers importants, des scénettes, notamment de la Révolution française, de l'Empire, ou alors du redressement, puisqu'il y a le rêve où on voit l'armée républicaine inspirer les soldats de la Troisième République en rêve. C'est aussi évidemment le moment où se crée l'alliance entre l'histoire et la géographie. C'est quelque chose qui a beaucoup circulé déjà au XVIIe, XVIIIe. On disait que la géographie était l'œil de l'histoire. Mais à ce moment-là, on va vraiment construire l'association scolaire, et on va généraliser aussi les méthodes pour écrire, pour faire la carte de France au tableau, en incluant dans un hexagone qui a en même temps une fonction symbolique, puisque si la France est un être géographique parfait, le fait de l'amputer est une atteinte contre la géographie. Voilà. Bon. Et on arrive à quelque chose qui se stabilise dans les années 90 et qui va, grosso modo, pendant longtemps rester la structure des programmes d'histoire, donc avec en classe de 9e
hein, donc de CE2, la biographie d'hommes illustres, puis histoire sommaire de la France, puis histoire sommaire de la France en CM2, puis on va passer, hein, l'Antiquité, qui petit à petit dont la part va se réduire, et puis on arrive sur l'histoire de l'Europe et de la France, hein, jusqu'à la classe de terminale qui va jusqu'à nos jours, hein, c'est le programme de 90, on s'arrête à 89. Hein. On a une structure, hein, d'ailleurs avec l'idée d'une répétition. Hein, alors bon, quand on aura la réforme des cycles après 1907, ça va être encore plus flagrant, puisqu'on reprendra à partir de la 6e les choses qu'on a fait pour partie au collège. Si on prend l'enseignement secondaire, il est évidemment beaucoup moins finalisé que l'enseignement primaire. Et là, la vie s'insiste sur la nécessité d'ouvrir sur le monde. Il est de notre profession de français de ne pas être particulariste. Et on va avoir des éléments un peu plus très, très différents, hein, notamment, effectivement, le lycée va s'enfermer hein, dans l'idée du cours magistral. Hein, il faut attendre 1954, les circulaires de 1954, hein, pour qu'on introduise vraiment les documents, et encore, hein, les premières fois qu'on propose d'introduire des documents, il y a vraiment des réactions, y compris des enseignants, hein, sur l'idée qu'on ne peut pas travailler sur des documents tant qu'on ne connaît pas les événements. Donc il faut d'abord connaître les événements. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'à partir de quand les connaît-on, hein? À partir de quand peut-on réfléchir? Hein. Bon, toujours est-il que ça a donné ces collections de manuels que vous êtes sans doute nombreux à avoir fréquenté, notamment cette fameuse collection Mallet-Isaac. Hein. Donc, des manuels avec beaucoup de textes. Alors, le temps passe, mais j'avais prévu d'être plus long dans la première partie, heureusement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette économie, hein, qui se construit et qu'on voit se construire au XIXe siècle, et cet empire de l'histoire qui, ma foi, cet âge d'or, pourrait-on dire, hein, où on enseigne l'histoire de façon continue, des plus petites classes aux plus grandes, hein, comme une matière essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'arrête, ça se fragilise, ça change? Alors, évidemment, le premier élément, bien, c'est qu'il y a le contexte sociétal qui a changé. Et notamment, le fait que ce qui est devenu l'enjeu, c'est plus le primaire, ou plus seulement le primaire, excusez-moi, c'est le collège et le lycée. Et sur ce graphique qui a été, cette infographie qui a été faite par la revue L'Histoire, hein, dans le numéro dont je parlais, c'est pas une page de pub, hein, on prend le nombre d'élèves du public dans l'enseignement secondaire, et vous voyez qu'on a une rupture, mais je crois que vous êtes un certain nombre à le savoir, dans les années 60, à partir du moment où on va d'abord lever le verrou du concours d'entrée en 6e, hein, et puis où on va aller vers le collège pour tous, fameuse réforme Haby, puis au moment où on va avoir, hein, l'idée des 80% de classe d'âge au bac. Hein. Tant et si bien qu'on est là dans quelque chose, un ordre de grandeur qui est complètement différent. Hein. Les questions du collège et du lycée concernent, hein, la totalité, ou la quasi-totalité, hein, de la classe d'âge. Hein. C'est important parce que ça explique pourquoi aussi les débats vont être plus maintenant sur les questions des programmes du collège et du lycée que sur les questions de l'école primaire, d'autant plus que le statut de l'histoire à l'école primaire va beaucoup changer à partir de 1969. 1969, hein, c'est le moment où l'histoire devient déclarée à l'école primaire discipline d'éveil. Hein. Donc, perte du statut. Le terme va disparaître, mais le statut ne reviendra pas. Hein. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la place de l'histoire, par exemple, dans la formation, hein, des professeurs des écoles. Deuxième élément,
eh bien, c'est que cette massification, je n'aime pas le terme, je préfère celui de démocratisation, pour ma part, mais bon, vous me direz, je l'ai employé, hein, donc j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, va entraîner des modifications profondes de l'enseignement de l'histoire au lycée, au collège. Jusque-là, le terrain d'expérimentation des méthodes actives, c'était le primaire. C'est là où toutes les innovations ont été faites. Hein. C'est là aussi où, pour la première fois, on avait commencé à travailler sur des documents. Hein. Le travail sur documents, on le voit d'abord apparaître à l'école primaire. C'est arrivé quand j'étais en 62, en CM2, pardon, juste après 68, où un jeune instituteur avait pris le cours d'histoire et puis donné à travailler sur des cahiers de doléances. C'était des reproductions. Fallait pouvoir les déchiffrer, mais c'était tout à fait intéressant et on voyait bien cette idée que, l'idée qu'on avait un peu que en mettant l'élève au contact des documents, il allait en quelque sorte assimiler les démarches des historiens. Bon, je ne sais pas pour combien ça a marché dans la classe. Bon, peut-être marché pour moi. Mais donc il y a une transformation. On voit comment la montée en puissance de nouveaux publics a complètement obligé les enseignants des lycées, d'abord, à modifier leurs cours et à faire place aux documents. Et à essayer de passer d'un cours magistral à un cours dialogué. Et on voit un accompagnement qui se crée, puisqu'il y a toute une série de choses, en même temps d'ailleurs que la création du CAPES, mais on voit aussi la création du Centre national de documents pédagogiques, des instituts nationaux pédagogiques, de l'INRP, l'idée d'une didactique, qu'il y aurait une didactique de l'histoire, en définitive que enseigner est un métier qui s'apprend. Voilà, c'est un peu cette idée qui se développe et ça va avoir une influence, ça va avoir une transformation complète des manuels. Alors là, vous me direz, je n'ai pas été très honnête, j'ai montré le Mallet Isaac, je pense que de mémoire, ça doit être un cours de seconde ou de première, et là, je mets un manuel de 6e. Évidemment, c'est le grand écart, c'est un peu malhonnête de ma part, mais ça traduit un mouvement vrai qui est la réduction terrible du texte auteur au profit d'un appareillage pédagogique dont on peut discuter de l'intérêt parfois. Mais en tout cas, ça change. Un manuel devient un recueil de documents. Il y a même des moments où on a vu la disparition totale du texte. Il y avait une collection en 1980 qui s'appelait Istra, où il n'y avait plus du tout de texte auteur. Bon, ce qui était aussi une façon d'ailleurs de ne pas avoir à défendre d'interprétation. Ça peut être une façon de botter en touche, mais des documents, vous savez, bon, pour tous ceux qui ont enseigné l'histoire, je pense qu'il y en a beaucoup dans cette salle, le dossier où on met pour la torture, contre la torture, et puis voilà, on se laisse le professeur se débrouiller avec les opinions émises ou pour la terreur, contre la terreur, comme vous voyez ce type de choses, ce type de dossiers qui se présentent comme des dossiers pédagogiques qui ne sont pas toujours dénués d'évitement. Troisième élément dans ce qui a changé, c'est que l'histoire a changé. L'historiographie a changé. Et puisque l'historiographie, c'est-à-dire la façon d'écrire l'histoire a changé, l'histoire a changé. L'après-guerre est marquée par la montée en puissance des sciences sociales. Et puis les années 60, c'est Brodel, c'est Labrousse, c'est le montée de l'histoire économique et sociale. Alors que jusque-là, quelle était l'histoire enseignée ? C'était l'histoire qu'on faisait à l'université. Quelle était l'histoire qu'on faisait à l'université ? De l'histoire politique, événementielle, biographique. Or, justement, c'est avec cette histoire, contre cette histoire événementielle, biographique et politique, que se construit le renouvellement de l'historiographie. Avec l'histoire économique et sociale, qui va essayer de mesurer, qui s'intéresse aux phénomènes qui ne sont pas les phénomènes volontaires, qui sont les phénomènes automatiques. Et puis, plus tard, dans les années 70, c'est l'histoire des mentalités, où on va s'intéresser au comportement, aux représentations
à la perception de la mort et de bien d'autres choses. Et puis, cette histoire, elle ne cesse de changer, puisque dans les années 80, on a alors là un véritable éclatement de l'histoire, puisque jusque-là, on avait des paradigmes dominants, unifiants, hein, ce qui est d'ailleurs peut-être une spécificité française. Mais à partir des années 80, j'allais dire, ça part dans tous les sens. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais il y a une espèce de profusion. Hein. Il y a le développement d'une histoire du temps présent, très forte. Hein. Il y a tout un tropisme de la mémoire, avec une histoire de la mémoire. Il y a un retour sur la notion d'acteur, sur la part réfléchie de l'action et la notion d'événement, mais l'événement à travers ses représentations. Hein. Cette idée qu'un événement, ce n'est pas simplement cet atome de l'histoire qui suffirait de ramasser le fait, mais qu'un événement, c'est ce qu'il devient. Hein. C'est-à-dire la façon dont il résonne, hein, l'événement en tant que phénomène social. Hein. Mais c'est aussi, et là je l'ai mis en anglais et en allemand, l'influence de courants étrangers, hein, qui traversent l'historiographie française et qui vont l'interpeller et qui trouvent de l'écho. D'abord la micro-histoire, la micro-storia italienne, puis la global history, hein, l'histoire globale, avec un parent, mais les relations ne sont pas toujours commodes, hein, la connected history, hein, l'histoire connectée, l'histoire des échanges, des relations, ou l'histoire du quotidien, la Lustagegeschichte, hein, allemande. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai laissé dans les langues, c'est que, en fait, on a vécu dans une espèce d'isolat magnifique, hein, en étant la grande école historiographique européenne dans l'après-guerre. Et à partir des années 80, on est pénétré par un mouvement d'internationalisation. C'est-à-dire que les questions qu'on va débattre en France sont les mêmes que celles qu'on débat aux États-Unis. Je dirais d'ailleurs que les questions qu'on débat aux États-Unis sont les mêmes qu'on débat en France. Hein, on débat dans le monde anglo-saxon, hein, pour reporter un peu les choses. Hein. À partir de là, est-ce que l'histoire enseignée peut rester la même, hein? Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré dans les débats sur l'histoire. Imaginons qu'on fasse la même chose pour la chimie ou pour la physique. C'est-à-dire qu'on nous dise qu'on doit enseigner la chimie et la physique de la fin du XIXe siècle, ou la biologie de la fin du XIXe siècle. Je veux dire, ça paraîtrait complètement stupide. Pourquoi l'histoire devrait-elle être une discipline dont les savoirs seraient intemporels? Quand on a bien compris que, en fait, l'histoire, elle se construit dans un rapport au présent. J'y reviendrai. En tout cas, c'est une grande question. Hein, c'est une question importante, et de la même façon que je suis toujours surpris de voir que sur les programmes d'histoire, les députés, les hommes politiques vont se prononcer sans difficulté, mais j'imagine, je ne sais pas moi, un débat à l'Assemblée nationale sur l'enseignement de la physique quantique. Hein, bon, c'est un peu le problème de l'histoire, hein, d'être écrit en langue naturelle. Le problème, c'est que, évidemment, cette historiographie qui change, elle pose des problèmes de scolarisation, c'est-à-dire que l'histoire méthodique avait trouvé ses modalités de scolarisation de façon très, très forte. Hein. Ça n'a pas forcément été le cas quand on a voulu renouveler ce qui s'enseignait. Alors, on va le voir. Et enfin, le dernier élément que je voulais dans ces changements, mais il faut que je me dépêche un tout petit peu, c'est le fait que parmi les choses qui ont changé, il y a aussi notre rapport. Je veux dire, quand je dis notre rapport, le rapport social, autant le rapport social à l'histoire qui a changé. Peu ou prou, hein, la vision de l'histoire qu'on a au XIXe siècle, c'est ce que François Hartog a appelé le futurisme, hein, c'est-à-dire dans lequel l'histoire est une promesse. Hein, une histoire, hein, où on a une France qui est là de toute éternité, hein, ce qu'on pourrait appeler une France toujours déjà là. Hein, d'ailleurs, elle est tellement toujours déjà là qu'il suffit de regarder une carte, hein, de la France des Gaulois pour y voir les frontières de la France. Hein, donc, et évidemment,
les Gaulois sont des Français, de la même façon que les rois francs sont des rois français. Et une France toujours glorieuse, et une France qui est toujours appelée à un rayonnement. Une grande France, compris d'ailleurs à travers l'Empire, quand on parlait d'enseigner dans les années 39, la France des 100 millions d'habitants. Bon, c'est ce que chante Gounod aussi. Gloire, je ne le chanterai pas, rassurez-vous. Gloire immortelle de nos aïeux dans le Faust. Nos aïeux sont glorieux. Donc, il y a une part de cette histoire, notamment à dans l'enseignement primaire, qui est très liée au mythe national. Or, notre regard sur le passé a changé. Il a changé d'abord parce qu'il est pétri d'incertitudes. Ce n'est pas simplement une question d'âge. Et deuxièmement, eh bien, se pose la question dans ce regard de la reconnaissance de ce qui, à un moment donné, a pu, ce qu'on appelle pudiquement les pages noires. Donc le passé n'est plus le même, il est travaillé par ces questions de reconnaissance. Vichy et les Juifs, l'esclavage, la torture en Algérie ou d'autres. Il y a quelque chose de corrosif là-dedans. Et puis surtout, alors que l'histoire a longtemps été une promesse, eh bien l'histoire devient la clé d'une identité. Et c'est très différent. Le moment, le tournant où la question devient la question de l'identité, que je distinguerai très fortement de la question de la nationalisation, est un moment où, évidemment, ça interroge ce qu'on fait en cours d'histoire. Je vais vous donner une petite histoire. Ouais, j'ai le temps. Une anecdote, mais significative. Bon, il se trouve que pour un bouquin qui n'est pas encore sorti, j'avais été interviewé Henri Guénaud. Et donc, vous savez, Henri Guénaud était la plume de Sarkozy. Et Henri Guénaud avait été voir Sarkozy pour lui dire, bon, ben voilà, je te propose d'essayer un de mes discours pour voir si ça marche. On est dans la campagne électorale, la première. Et Sarkozy accepte et fait le discours dont vous avez peut-être mémoire, qui est le discours de Nîmes. Discours où, c'est le premier discours où il parle d'histoire, parce qu'en fait, Sarkozy ne s'intéressait absolument pas à l'histoire auparavant, croyez-moi sur parole, j'ai tout lu. Et Sarkozy est enthousiasmé par l'accueil, puisque la salle en redemande, et les gens vont le voir en lui disant, mais vraiment, oui, c'est bien, vous en avez parlé, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut entendre. Et vous voyez, l'histoire qui revient, mais qui revient voilà, dans quelque chose qui est l'idée d'un péril en la demeure. Donc, ce qui doit réarmer, ce qui doit être le discours qui doit rappeler, avec cette idée qu'en définitive, tout ce qui s'est joué du côté de la repentance n'est autre qu'une espèce d'autocritique malsaine. Bon, voilà. Et là, évidemment, ça charge la discipline d'autres enjeux. J'espère qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, ça va conduire à toute une série de polémiques. Et je voudrais vous montrer ce qui a changé là-dedans. Première polémique sur l'histoire, c'est le moment où on fait les programmes d'Ibrodel. D'Ibrodel, parce qu'en fait, il ne les a pas du tout rédigés. Mais c'est l'inspection générale qui s'en était inspirée. Donc l'idée d'introduire des aires de civilisation dans les programmes de terminale, dont l'Océanie, l'Afrique, l'Asie, mais il y avait aussi la civilisation soviétique et américaine et européenne. L'idée, une approche un peu structuraliste. On peut en discuter, c'est pas la question. Mais ça se marque à ce moment-là par un refus des profs. Bon, Antoine Pro explique ça de façon assez drôle d'ailleurs en disant oui, imaginez le prof qui doit s'interroger sur l'hindouisme, noter sur la guerre de 14 ou le crash de Wall Street, il sait. Mais alors noter un élève qui parle de l'hindouisme, il ne sait pas.
Donc il est désespéré. Donc les profs ont résister avec leurs pieds et obtenir que petit à petit, ces civilisations soient ôtées du programme, les unes après les autres. Et ça tombe bien parce que par ailleurs, le bac, l'histoire n'est plus à l'écrit du bac. Bon, mais on reste entre soi, j'allais dire, on lave son linge sale en famille. Ça reste un débat dont on parle un peu dans la presse, mais c'est un débat de profs avec l'inspection générale, avec les historiens. Ça change de dimension en 77. Avec les programmes de 77, avec les débats autour de la réforme Abi, bon, je vous rappelle, je rafraîchis les mémoires, que c'est un programme qui se veut un peu inspiré cette fois-ci de l'histoire des mentalités, donc avec l'idée qu'on va travailler sur le milieu local en 6e, puis qu'on va travailler sur des civilisations extra-européennes, la Chine ou l'Inde, ou une civilisation, qu'on va travailler dans la longue durée. Les grandes découvertes avec un thème, par exemple les transports, le blé, quoi, il va y en avoir d'autres. Voilà. Et ce programme, c'est celui qui provoque l'hydre de d'Alain Decaux. Donc de la gauche, mais aussi de la droite, avec cette intervention extraordinaire de Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, en mai 81. On n'enseigne plus l'histoire ni dans les écoles, ni dans les lycées. L'histoire, c'est d'abord la chronologie, et donc c'est l'homme politique qui dit ce qu'est l'histoire. C'est merveilleux. La chronologie a disparu. L'histoire, ce sont des récits. Il n'y a plus de récits. Donc, il n'y a plus d'histoire. Bon. Une des idées qui germait à cette époque-là, c'était de faire, en fait, de l'histoire et de la géographie la discipline des sciences sociales. Et donc, c'est cela qui est refusé massivement, avec des attentes politiques, à la fois par la droite, gaulliste, par la gauche du programme commun, par les professeurs d'histoire-géographie qui se mobilisent contre les programmes. Mais pour la première fois, on n'est plus, je le dirais, à l'intérieur de la maison. Ça se joue sur la scène publique de façon très forte. C'est d'ailleurs un des éléments de déstabilisation de la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et ça, on va le retrouver après de façon très régulière, d'ailleurs avec un peu l'idée de faire un remake, c'est-à-dire d'essayer de retrouver le niveau de mobilisation qui avait été celui de la réforme Abi. Donc, je vous donne les programmes de 2010. Programme de 2010, j'ai mis quelques chiffres qui introduisent l'Afrique pour environ 10% du programme, qui introduisent l'étude articule le temps long de l'histoire africaine des 8e et 16e siècle et l'exemple au choix d'une civilisation d'Afrique subsaharienne parmi les suivantes: l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire du Songhai, le Monomotapa. Bon. Avec une idée, d'ailleurs, pas dénuée, puisque là-dedans, il y a l'idée... oui, je ne sais pas si on voit, non, on ne voit pas, je suis en train de vous montrer avec mon curseur, ça n'a évidemment aucun intérêt. On dit, vous voyez, qu'on va aussi étudier les traites orientales, transsahariennes et internes à l'Afrique noire. Donc l'idée aussi que l'esclavage n'est pas simplement la traite atlantique, mais c'est aussi quelque chose, c'est un phénomène africain. Bon, on aurait pu dire, tiens, voilà, de façon intéressante, à la fois de montrer que l'Afrique a de l'histoire, et qu'en même temps, cette histoire n'est pas... est une histoire traversée, comme toutes les histoires, de difficultés. Et ça va donner une réaction épouvantée, une grande pétition. Louis XIV, Napoléon, c'est notre histoire. Pas Songhai ou Monomotapa. Ça continue sur halte à la fausse révision. Et bon, la personne qui s'illustre à ce moment-là, un dénommé Dimitri Kazali, pour qui, effectivement, et il est porte-parole, ces programmes sont en fait un dénigrement de l'identité française. Bref, dès qu'on va faire place à autre chose qu'au récit traditionnel, on est dans le dénigrement, on est dans un abandon de la culture, du sentiment national. Bon,
je vais laisser tomber François Fillon, parce que ça avait été assez pendant la primaire de la droite, pour montrer, vous voyez, quand même, à quel point on est passé à quelque chose qui est stratégique, hein, puisque on va l'avoir dans des débats où on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'on parle de l'histoire, hein, ou de l'enseignement de l'histoire. Hein. Bon, il y a une révérence à la Chine, on la passe, hein, mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'était ça. Hein. Il cite un texte officiel. Hein, et il dit qu'il faut revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire afin que les maîtres ne soient pas obligés d'apprendre aux enfants à comprendre que le passé est source d'interrogation. Et il en sort l'idée, hein, que faire douter de notre histoire, cette instruction est honteuse. Et en fait, qu'est-ce que voulait dire le texte ? Le texte voulait dire que l'histoire est un travail d'interprétation. Ben oui. Hein, que, en fait, l'histoire, elle ne se donne pas à lire. Hein. Mais bon, en fait, c'était dans un texte pour l'école primaire, faire place aux avancées épistémologiques de ce qui est aujourd'hui notre conception de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire est un rapport entre passé et présent, qu'à la fois on peut établir des faits, mais qu'en même temps, il y a une nature irréductiblement interprétative de l'histoire. Et évidemment, parler de cela face à une espèce de vision de l'histoire où il suffirait, hein, de mettre des drapeaux, des jalons, hein, du roman national, c'est assez compliqué. Alors, il me reste 10 minutes. Il me reste encore 10 minutes. Juste, je voulais évoquer deux autres éléments, moi, qui me marquent beaucoup dès qu'on parle de ces questions d'enseignement. Et d'ailleurs, pas simplement d'enseignement de l'histoire. Hein. Quelque chose que je trouve terrible, qui est la question de la médiatisation. C'est-à-dire, bon, nous savons tous ce que c'est qu'un adolescent. J'espère que personne ne l'a oublié. Et que les adolescents, ils ont tendance à avoir des idées, puis aussi à provoquer. Je veux dire, qui n'a pas provoqué en étant adolescent ? Je me rappelle d'être sorti d'un certain nombre de cours, y compris d'histoire, en claquant la porte. Je n'étais pas forcément un élève très, très sage, mais j'avais plein de convictions. Aujourd'hui, le moindre incident qui éclate dans un lycée ou un collège, qui pourrait se régler dans un face-à-face entre un adulte et un adolescent, a toutes les chances de se retrouver quasiment immédiatement sur les réseaux sociaux et auparavant à la télévision. Et ça, c'est quelque chose dont on ne mesure pas forcément toute la causticité. Quand on la mesure, vous savez ce qui s'est passé pour Samuel Paty, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est très important voilà, je pense à ça par rapport à toute la question des questions sensibles, hein, des difficultés réelles que peuvent rencontrer tel ou tel collègue dans la façon d'enseigner un épisode de l'histoire. Mais souvent, je pense que plutôt que d'y voir d'abord des questions idéologiques, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, hein, des questions d'adolescents ? Il y a un très beau livre que je vous recommande, qui est le livre d'Alexandra Hauser, qui est un livre sur l'enseignement de la Shoah en Allemagne, où elle décrit cette scène assez terrible. Bon, l'enseignement de la Shoah est très important en Allemagne, hein, et avec une vision éducative très forte, et le sentiment d'une responsabilité. Et donc là, le professeur que regardait Alexandra fait bien son travail, y compris en faisant mimer des choses. C'est la pédagogie anglo-saxonne. Et à un moment donné, il y a un adolescent qui va la voir, se met devant le bureau, fait le salut nazi et lui dit « Et maintenant ?» Est-ce qu'on a affaire à un manifestant néo-nazi ou à une provocation d'adolescent ? Et voyez que si on règle dans le cadre de la classe, ça peut se régler d'une certaine façon. Si c'est filmé en direct et c'est mis sur les réseaux sociaux, c'est plus la même chose. Et donc là, il y a des questions, moi je n'ai pas de réponse.
j'ai pas de réponse, mais par contre, formant des jeunes profs, je vois bien les questions que ça leur pose et les angoisses que ça peut susciter. Dernier élément, hein, cette question, est-ce qu'il faut de l'histoire du monde ou est-ce qu'il faut de l'histoire de France? J'ai mis la histoire de France versus histoire du monde, c'est évidemment une absurdité. La question, c'est qu'on forme des adolescents qui vont vivre dans le monde de demain. Ils vont vivre dans le monde, ils ne vont pas vivre dans une île qui s'appellerait la France. Donc ils ont besoin d'avoir des notions sur ce monde, pas simplement sa géographie, mais aussi son histoire, même si sa géographie est évidemment tout à fait importante. Donc, il me semble là qu'il y a quelque chose qui est terrible à chaque fois que se pose qu'on rentre de l'extérieur et que cet extérieur est rejeté pour des motifs qui sont assez, me semble-t-il, peu pertinents. Comme si on ne pouvait pas faire. Et surtout, et c'est peut-être le mot de la fin, encore, mais on pourra en discuter, hein, mais l'idée qu'en définitive, est-ce que la tendance actuelle, la tendance depuis ces 30 dernières années ou 40 dernières années, ça a été d'avoir des programmes scolaires de plus en plus définis, hein, qui laissent de moins en moins de marge aux enseignants, hein, où l'idée même qu'il puisse y avoir des choses optionnelles suscite des controverses hallucinantes. Ça s'était produit au moment des programmes de 2015. Parce que l'idée étant qu'en définitive, si quelque chose est optionnel, eh bien, pour des raisons idéologiques, les enseignants vont évidemment ne pas les enseigner. Alors que s'il y a tout, ils seront bien contraints de le faire. D'abord, c'est profondément ignorer ce qui se passe dans les classes. Et en deuxième lieu, c'est quand même un signe extraordinaire de méfiance vis-à-vis de ces enseignants, hein, dont on ne pense pas qu'ils puissent avoir une déontologie, hein, ou que leurs préoccupations puissent être des préoccupations didactiques. Moi, je ne sais pas si les enseignants d'histoire que j'ai eus quand j'étais au lycée connaissaient les programmes qu'ils devaient enseigner. Je n'en suis pas forcément complètement sûr. Mais je me rappelle qu'il y avait une espèce de liberté qui faisait que quand un sujet intéressait la classe, il était travaillé. Et ça permettait de faire de l'histoire. Ce n'était pas une espèce de saupoudrage. Or, cette idée même que l'on puisse être à faire des cours différents en fonction des publics que l'on a pour capter, non pas dans une espèce de clientélisme, mais tout simplement parce qu'on va capter une sensibilité et on va faire travailler quelque chose, hein, apparaît aujourd'hui comme une espèce de trahison. Je trouve ça très, très difficile. En 1984, il y avait eu un colloque à Montpellier sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie. C'était un grand moment de réflexion et Michel Perrault, la grande historienne des femmes, avait fait une intervention merveilleuse sur la question des finalités. Et elle avait dit, aujourd'hui, on ne croit plus tellement aux leçons de l'histoire. Bon, l'historia magistra vitae, ça ne marche plus très bien. On sait très bien que connaître l'histoire n'empêche pas la répétition. Je suis désolé. Et elle avait énuméré toute une série de choses, et puis elle avait terminé en disant, bon, en définitive, l'histoire vaut comme apprentissage de la critique, de l'esprit critique. Pas si mal. Et elle avait eu cette phrase, on est dans l'après-68, 20 ans après, libérer nos camarades, en parlant des professeurs. Franchement, moi je trouve que le slogan « libérer nos camarades »,
est aujourd'hui le slogan le plus pertinent, c'est-à-dire donner les possibilités aux professeurs de travailler sans forcément avoir la question posée du contenu, une lecture idéologique de quelque chose qui d'abord, et on peut croire à leur professionnalisme, est d'abord de l'ordre de la didactique, c'est-à-dire d'essayer de faire travailler des enfants, de leur apprendre des connaissances et des savoir-faire. Et je trouve que si on arrivait enfin à un débat un peu respectueux des enseignants, et donc aussi des élèves, et un peu plus pacifié, eh bien, on avancerait quand même beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, je vais bien sûr passer dans la salle, parce que j'imagine qu'il y a des questions, mais je voulais également vous présenter le numéro de l'histoire, donc au cœur de la République, professeur d'histoire de la vie à Samuel Paty. Ce numéro de l'histoire, vous pouvez le trouver dans le hall du cinéma. Bruno y est, vous pourrez l'acquérir. Il y a un dossier complet, dont un très bel article de Patrick Garcia, mais également de Olivier Loub, que vous connaissez, qui est déjà venu ici pour nous parler du Petit Lavis, justement. Donc, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas. D'ailleurs, comme vous le savez, la Revue de l'Histoire est un partenaire fidèle et important du Festival du film d'histoire, et c'est donc en collaboration que nous avons organisé cette Unipop Histoire. Alors maintenant, eh bien, je vous laisse la parole parce que j'imagine qu'il y a des commentaires ou des questions, donc n'hésitez pas. Bonsoir, merci notamment pour votre conclusion. Juste pour dire que cet étau que l'on ressent au niveau des programmes chez les professeurs, il se joue aussi avec la surveillance administrative qui nous mange un temps fou maintenant. J'aurais aimé que vous reveniez sur l'histoire des concours, agrégation et CAPES, voir comment ça a évolué, s'il vous plaît. Merci. Très volontiers. Moi, je voulais d'abord vous remercier de votre écoute, ce que j'ai oublié de faire. Vaste question, monsieur. Pour ce qui est la caractéristique, pour faire bref, de l'enseignement français par rapport à ses homologues européens, voire mondiaux, c'est une très forte connexion entre les voies de la recherche et les voies de l'enseignement. À savoir que pour rentrer dans la carrière universitaire, il est tout à fait recommandé d'avoir un viatique qui s'appelle l'agrégation. Or, l'agrégation, c'est un concours pour enseigner. Bon. Et là, il y a une espèce de singularité, sachant qu'en plus, cette agrégation, pendant longtemps, on a essayé de la scolariser. La VIS avait voulu faire des épreuves pédagogiques à l'agrégation. Alors, ces épreuves pédagogiques, elles sont assez plaisantes à décrire, puisqu'on voulait que le jeune impétrant fasse une leçon devant une classe et soit jugé sur cette leçon, mais évidemment, la classe étant avec le jury. Vous voyez, imaginez-vous faire un cours à des sixièmes avec un jury derrière vous, à qui parlez-vous? Bon, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché, même avec ces élèves qu'on attachait et qui étaient des élèves bien choisis. Bon, après, on a essayé avec des corrections de copie du concours général, quand même. Mais là non plus, ça ne s'est pas révélé pertinent, donc ça a été abandonné. Et l'agrégation a continué d'être ce concours très universitaire. Il s'est enrichi, par exemple, du commentaire de documents. Bon, ça reste le concours, quoi. Bon, moi, je recommande à mes doctorants de passer l'agrégation parce que ça reste un élément important dans les commissions des spécialistes. Alors le CAPES, là, c'est ce qu'on crée en 1900. Alors là, écoutez, c'est de mémoire, mais je crois que c'est 54-55. Je crois qu'il y a une première version en 54, puis une seconde en 55. L'idée d'un autre concours, moins sélectif, pour recruter des profs. On en a besoin de beaucoup à ce moment-là.
Et ce CAPES a longtemps été calé sur l'agrégation. C'est-à-dire les mêmes questions, vues différemment, avec des épreuves moins d'épreuves, des épreuves moins longues, un recrutement plus massif. Puis ce CAPES a commencé à évoluer avec l'introduction de nouvelles épreuves, etc. Bon. Je ne vais pas faire l'historique, ça serait trop long, mais quid aujourd'hui, qu'en est-il? Je dirais, je vais essayer d'être très universitaire, je dirais que j'ai du mal. Bon, je vais vous dire ce qu'il en est. Au lieu de passer, le CAPES pendant longtemps se passait une fois qu'on avait une maîtrise, bon, maintenant avec un master, une année de plus, à la fin, avec des questions et des épreuves écrites, puis des épreuves orales. Une admission, une admissibilité, une admission. Maintenant, et l'année d'après, on était formé, on était stagiaire. Dans un établissement, on était formé. Maintenant, on met les bœufs avant la charrue, à savoir qu'on va commencer à être en stage pendant les 2 années de master. Que la 2e année de master, on doit à la fois préparer les questions pour un concours, faire un mémoire qui est un mémoire disciplinaire mais avec une dimension professionnelle, et être à mi-temps dans un établissement scolaire. Conséquence, Cergy-Pontoise, on est passé de 40 étudiants en début d'année en master à 12. Mais on le savait puisque Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel, ouais. Ouais, j'ai des fois comme ça, il y a des trucs. Était le conseiller de Xavier Darcos quand déjà on avait mis le concours en fin de seconde année. Et ça avait eu les mêmes effets, c'est-à-dire que nos effectifs avaient diminué. Alors, pourquoi faire cela ? Je pense, mais évidemment c'est une pure interprétation malveillante de ma part, que l'enjeu, c'est que ces jeunes qui auront été en stage pendant beaucoup d'heures, pendant 2 ans, s'ils n'ont pas le CAPES, et beaucoup ne l'auront pas, deviennent des contractuels. C'est une analyse. Vous savez, c'est très dur. Moi, je prépare au CAPES depuis 1992. J'ai vu passer beaucoup d'étudiants. Et c'est vrai que de voir constamment la formation remise en cause sans prendre l'avis des gens qui s'en occupent, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Alors, faites-moi signe si vous avez une question. Je ne vois personne, mais... Ah, si, monsieur devant. Merci, bonsoir. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Je suis un vieil enseignant et libérer nos camarades, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque j'ai fini mes études en 68. Et donc, je trouve que la liberté pédagogique qui est laissée aux enseignants est de plus en plus... Enfin, il n'y a plus de liberté pédagogique pratiquement. Elle est très contrainte et pas forcément en histoire, mais dans toutes les matières. Moi, je suis mécanicien dans ma spécialité. Et en mécanique, c'est exactement la même chose. Voilà ce que je voulais dire. Alors, une autre remarque ou question ? Oui. Pour étendre un peu plus au sujet que vous avez soulevé tout à l'heure à propos du CAPES et Blanquer et tout ça, comment ça se compare avec les autres systèmes européens ? Alors, oui, je vous remercie. Je ne sais pas si je dois vous remercier d'avoir posé la question. C'est une excellente question, mais c'est très compliqué. Alors,
sur la formation des... Je dis c'est très compliqué parce qu'on est en train de faire... on vient de mettre en place un séminaire, justement, européen, pour arriver à comparer les formations. Ça paraît très simple. Comme ça, on se dit, bon, comparer les programmes, comparer les formations, c'est facile. En définitive, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, les systèmes éducatifs européens ne sont pas harmonisés. Et donc, c'est assez compliqué de savoir ce qui se fait, etc. D'ailleurs, Alain Lamassoure est en train de monter un comité, une commission dans le cadre du Conseil de l'Europe pour essayer de rassembler, de faire un observatoire de la façon dont on enseigne l'histoire en Europe. Je trouve ça assez intéressant. C'est pour vous dire que voilà, on est dans un work in progress. Alors, cela dit, d'après, on a fait 2 ans de séminaire, on a fait venir des collègues d'un peu tous les pays. Dans la plupart des pays d'Europe, la voie enseignement est très clairement différente de la voie recherche. Donc, les enseignants vont dans... Ceux qui veulent se destinent à l'enseignement vont dans des instituts de didactique et non pas dans les UFR ou les UER, qu'on peut parler en ancien franc, dans les formations, par exemple, d'histoire. Donc, il y a une disjonction dès le départ, et il n'y a pas cette idée que je suis intéressé par la recherche, je passe des concours d'enseignement, je fais une maîtrise, et il n'y a pas de pont. Je ne veux pas être un défenseur absolu du système français. Je pense que notre système, il a au moins un inconvénient. Ces problèmes, là, je suis filmé. Je ne l'ai jamais encore écrit. L'inconvénient, c'est que, d'une certaine manière, on est peut-être trop universitaire dans la formation de nos enseignants. C'est-à-dire, on est peut-être trop disciplinaire. Mais ça pourrait se corriger. Cela dit, je trouve, en contrepartie, que le fait d'avoir des gens qui ont fait de la recherche en histoire, mais ou en lettres, ou dans d'autres matières, qui soient dans les établissements scolaires, est une profonde richesse. Et je trouve qu'on devrait valoriser le fait que des enseignants fassent des thèses. Et évidemment, ils n'enseigneront pas leurs thèses, mais nous n'enseignons pas nos thèses. Mais ça leur donnerait des éléments importants, une culture qui, à un moment donné, se retrouve dans l'enseignement. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas pour la production d'insectes spécialisés. Je pense que c'est bien d'avoir de la culture, c'est bien d'avoir une assise. Et je trouve ça, c'est important à faire. Et je trouve que les endroits où il y a une disjonction totale entre enseignement disciplinaire et enseignement secondaire, ça pose un problème. Et vous voyez, il y a un étudiant maintenant, c'est un chercheur italien qui s'appelle Piero Colla, qui a fait une magnifique thèse sur l'enseignement de l'histoire en Suède. C'est-à-dire, en fait, la liquidation de l'enseignement de l'histoire en Suède, puisqu'on a remplacé l'histoire par une discipline civique. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux en venir. Mais là-dedans, on lit à un moment donné, sous la plume d'un ministre, que pour pouvoir changer ce qui est enseigné, eh bien, il faut changer les profs. Et qu'on fera vraiment la réforme quand tous les profs qui sont en place actuellement sont à la retraite. C'est dit assez crûment, mais ça montre bien les enjeux. Alors, la question, est-ce que le modèle, c'est celui-ci, ou est-ce qu'il ne faut pas défendre, quitte à corriger, à modifier le système français? Voilà, c'est une question.